Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire donc, dédié à la présentation de l'association Atmo Hauts-de-France. Donc, ce webinaire sera proposé en replay, donc n'hésitez pas à couper vos micros et vos caméras si vous ne souhaitez pas être dans le replay. Vous pouvez poser vos questions sur le chat si vous avez besoin et on y reviendra à la fin de la présentation. Donc, on a prévu un petit quart d'heure de questions-réponses s'il y a besoin. Et je vais laisser donc la parole au professeur, pardon, Jacques Ah, Mathis, donc professeur en immunologie et président d'Atmo France, et à Guillaume Le Carpentier, donc référent territorial. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. merci Mathilde. Guillaume, j'y vais. Oui, Donc merci d'être là ce midi. Alors, moi, c'est pas professeur docteur, c'est Jacques Patrice, tout simplement. Je suis le président d'Atmo Hauts-de-France et secrétaire d'Atmo France en même temps. Immunologiste, ça c'est ma carrière et c'est intéressant de pouvoir justement vous présenter un peu nos outils aujourd'hui. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut pas que je parle beaucoup. Je suis désolé pour la caméra, je l'ai mise, mais personne ne me voit, sauf moi. Bon, moi, je me connais, donc c'est pas la peine que je me vois, mais je suis désolé, hein, c'est vraiment pas de ma faute. C'est Teams, paraît-il. Bon, mais là, je suis pas informaticien et Teams, ça me dépasse largement. Alors, première diapo, peut y aller. C'est Guillaume qui a la main. Donc voilà, Atmo, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une association agréée par le ministère de la Transition écologique, de la surveillance de la qualité de l'air. Donc chaque vivant a le droit de respirer un air pur et de vivre en bonne santé. Ça, c'est la loi de 1996, la loi Laure, qui oblige évidemment tous, chacun à son niveau, de respecter, enfin, de pouvoir attribuer à chacun un air pur. Alors, pour aller vite, hein, nous avons 4 collèges, ce qui fait que nous sommes un tiers de confiance scientifique, impartial et indépendant. Vous allez voir pourquoi. Parce que le statut associatif nous permet d'avoir 4 collèges. Le collège 1, qui est l'État, du préfet à toutes les représentations institutionnelles de l'État dans la région. Le collège 2, c'est le collège des collectivités territoriales adhérentes chez nous. On a à peu près aujourd'hui, on couvre à peu près 75% de la population des Hauts-de-France et des 5 départements. Il nous reste encore quelques petites collectivités que nous n'avons pas, mais on va les avoir. Le collège 3, c'est les acteurs économiques, industriels, mais pas que. C'est Chambre d'agriculture. C'est aussi aujourd'hui, ça sera bientôt demain les ports, les aéroports, etc. Ça, c'est le collège de toutes les forces vives économiques. Et le quatrième, c'est le collège associatif, qui regroupe des associations de défense de la nature qui sont repérées et répertoriées comme telles. Il y a aussi des universitaires, il y a aussi des confrères, enfin un certain nombre de professionnels de santé aussi qui sont avec nous. Et nous avons, je vais sûrement oublier encore des choses, enfin tous des gens très bien, quoi. Ça comme ça. Alors les quatre principes fondateurs de notre mission, c'est l'impartialité, parce que 4 collèges, mais chaque collège a le même poids que l'autre, que ce soit l'État, les associations, ils ont le même poids. Une voix, un pouvoir, pas plus. Qu'on soit préfet ou qu'on soit associatif. Ça, c'est intéressant. Transparence, toutes nos données sont publiques sur notre site. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on les publie. On travaille pour l'intérêt public, donc l'intérêt général, et on coopère avec toutes les associations et toutes les institutions, les autorités dans la région. Voilà, tiers de confiance scientifique, évidemment, impartial et indépendant. Alors, deuxième diapo, je vous explique pourquoi on est scientifique. Parce que nous... Ah, bon, c'est pas grave. C'est parce que nous tu peux avons... revenir, Jacques, hein. Ah non, mais c'est pas grave. Je voulais dire seulement un mot sur le mot scientifique. Nous sommes scientifiques parce que, en fait, nous avons à peu près 70 personnes aujourd'hui, toutes ingénieures, toutes qualifiées, toutes ayant même des docteurs en chimie, en biochimie, etc. Donc des gens qui sont scientifiques de base et avec lesquels on travaille. C'est ce qui fait notre force aussi. Nous ne faisons pas de l'à peu près. Nous travaillons avec Atmo France, avec les autres ASQUA, donc dans des réseaux. On échange nos pratiques, nos méthodes. On travaille avec aussi des applications, enfin des modèles européens, français, etc. Donc, je veux dire que l'important, c'est nous sommes de tiers de confiance scientifique, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, la santé environnementale, quand on parle de chacun a le droit de respirer un air pur, oui, mais chacun, j'entends par là chaque vivant, hein. Ne nous arrêtons pas simplement à l'homme, car l'espèce la plus invasive et la plus destructrice, c'est sûrement l'homme, c'est pas le loup ou c'est pas le rat.
C'est pour ça que nous travaillons sur les 4 entrées de la santé environnementale, la santé humaine, animale, végétale et l'équilibre des milieux. Nous savons tous que tout ça c'est lié. On ne peut pas isoler un vivant, quel qu'il soit, de son milieu, car le milieu est tel que le vivant le fait et le vivant est tel que le milieu le constitue. Donc c'est pour ça que je mets que ce sont deux pôles d'une même activité biologique différenciés. Et je rappelle la définition quand même de l'OMS sur la santé. La santé, c'est pas l'absence de maladie, bien au contraire, c'est le pouvoir. La bonne santé, c'est ça définit la capacité d'un individu à résister aux diverses maladies qu'il aura subies et de s'en sortir et de devenir plus fort. Chaque organisme, lorsqu'il est touché par une maladie, il s'en sort et devient beaucoup plus fort, beaucoup plus apte à affronter le reste de sa vie, et c'est même le propre de l'immunologie, n'est-ce pas? Voilà, allez, j'arrête, j'ai fini, parce que sinon, je vais dépasser mon temps. Ensuite, l'émission, Guillaume, allez-y. Oui, pour en finir avec la définition d'Atmo, hein, c'est bien Atmo, notre raison d'être, c'est bien que chacun inspire un air meilleur en région pour protéger la santé des habitants et du vivant. Donc là, pour nous, c'est trois grands principes. On a une grosse activité d'observation, puisque c'est le cœur historique d'Atmo. Donc c'est la mesure, donc avec des stations, la mesure de différents polluants à effet sanitaire. Maintenant, c'est complété par de la modélisation à fine échelle. Donc, on est capable d'estimer la qualité de l'air sur les tout points du territoire, hein, avec une échelle de 25 mètres par 25 mètres. Donc, c'est très précis. On dresse l'inventaire de tous les gaz à effet de serre aussi sur la région, toutes les consommations d'énergie, et on s'intéresse à l'air intérieur autant qu'à l'air extérieur et aussi au pollen. La partie 2, comprendre, ben c'est voilà, une fois qu'on a collecté ces données-là, notre gros travail, c'est d'en faire l'analyse, de traiter l'information, d'alerter quand il y a des problèmes. Donc tout ça, ça passe par notre site internet. On a des systèmes d'abonnement par SMS qui sont gratuits. On édite des newsletters. Comment dire, on alimente des plateformes comme Trace qui sont très utiles aux collectivités pour suivre les indicateurs qualité de l'air et effet de serre sur leur territoire. Voilà, donc ça c'est une grosse partie de l'activité d'Atmo. Et la troisième, c'est agir. Donc voilà, une fois qu'on a analysé, eh ben, ça nous permet d'accompagner les différents partenaires, qu'ils soient l'État ou les collectivités ou les professionnels de santé maintenant, eh bien, pour passer à l'action de manière raisonner et donc de bien savoir sur quel aspect il faut agir pour améliorer la situation. Donc ça, c'est voilà, les trois grands points d'Atmo. Une fois qu'on a dit ça, maintenant on peut passer à la question de la qualité de l'air et les effets sur la santé. Donc on distingue, pour faire simple, les effets à court terme, donc l'exposition aiguë, et Jacques parlera tout à l'heure de l'effet à long terme, donc l'exposition chronique. Donc là, vous avez par exemple le nombre de dépassements des normes de qualité de l'air, d'épisodes de pollution sur l'année 2025, vous en avez eu 15 sur la région, donc avec le détail par département. Donc là, c'est les jours où on dépasse des seuils qui sont prédéfinis, hein, des seuils d'alerte. Et voilà, lorsque on dépasse ces seuils-là, on peut avoir des effets sur la santé. Donc on parle d'exposition aiguë. Donc, ce sont des maux de tête, ça peut être des toux, des crises d'asthme, de la difficulté à respirer, l'inflammation du nez, enfin voilà, des bronchites, ou ça peut même aller jusqu'à des irritations de la peau. Et ces effets-là sont ressentis surtout par les populations sensibles. Donc, on liste ici, donc voilà, on s'attache particulièrement à tout ce qui est femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les personnes déjà malades, donc soit pour une maladie chronique, soit pour une maladie cardiaque. Et on considère que les fumeurs aussi sont des personnes à risque. Voilà. Alors, après l'exposition aiguë, ce qui nous intéresse beaucoup, évidemment, c'est l'exposition chronique. Parce que je vous avais sûrement entendu parler du fameux concept d'exposome. Ce qui est intéressant sur la santé, c'est de considérer une évolution
de l'individu, de son stade préconceptionnel, conceptionnel, jeune bébé, nourrisson, adulte, etc. Et ensuite personnes âgées. Et c'est tout au long de cette vie qu'il est exposé à une pollution. Alors évidemment, comme vous voyez, nombre de jours par indice sur les communes de Hauts-de-France, euh, bon, dégradé entre quand même 25 et 67 jours. Mauvais, 14 et 89 jours. Oui, c'est quand même intéressant de voir que même si on ne dépasse pas très souvent les seuils qui sont recommandés par l'État, l'Europe ou l'OMS, il en reste pas moins qu'on est quand même exposé à une exposition quand même délétère pour la santé. Et alors, on parle toujours, et on verra tout à l'heure, des maladies respiratoires parce que l'air, ça se respire, mais il y a plusieurs voies de contamination. Il y en a trois essentielles, on le verra tout à l'heure. C'est pas simplement la respiration, c'est aussi le contact cutané et c'est aussi le contact avec les aliments. Parce que les polluants qu'on retrouve dans l'air, on les retrouve aussi un peu partout. Ils sont ubiquistes pour la plupart du temps. Alors, ici, on met les troubles neurologiques. Bon, on a mis Charcot, Parkinson, etc. Bon, on vient de entendre à la radio, la mort d'une actrice et on parlait des corps de Lewy, mais c'est à peu près cette même neurodégénérescence qu'on retrouve. Déficience cardiovasculaire, bien sûr, maladie respiratoire, défaillance des reins, défaillance du système reproductif et cancer. Alors tout ça veut dire que on a une atteinte systémique des polluants. À partir du moment où ils rentrent dans les poumons, ben, ils sont en contact avec les alvéoles, comme c'est très très fin, alvéoles, quelques microns, ça passe dans le sang, évidemment, et dans le sang, évidemment, ça irrigue tout l'organisme, des pieds à la tête. C'est pourquoi on a tout ce détail, enfin, on peut avoir tout cet éventail de maladies. On passe, on verra après. Et, Alors, ah, juste pour avoir une idée générale quand même, hein, on a l'impression, on entend beaucoup parler de qualité de l'air dégradée. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 10 ans, on a quand même une nette amélioration de la qualité de l'air dans les Hauts-de-France, hein. Vous avez là deux polluants qui sont cités en exemple. Vous avez pour les oxydes d'azote moins 36% en concentration dans l'air. Depuis 5 ans, la tendance, elle est moins. Voilà, ça a baissé beaucoup il y a 10 ans, mais depuis 5 ans, ça a plutôt, en tout cas pour certains polluants, tendance à stagner. Donc on atteint un seuil. Voilà. Mais d'une manière générale, on a quand même, et ça faut le garder en tête, une amélioration globale de la qualité de l'air dans la région. alors, exposition généralisée en Hauts-de-France. Vous voyez, si on reste sur la directive 2008, alors il faut savoir hein, que les seuils dont parlait tout à l'heure Guillaume, qui sont dépassés, sont des seuils qui sont définis au niveau européen et au niveau français, après dans le droit français. Il faut savoir que, il y a un consensus sur ces seuils. Là, il date de 2008. Il est établi par les différents groupes de santé environnement, avec l'État, avec des spécialistes, Direction générale de la santé, Direction générale de la transition écologique. Bon, et c'est intéressant de pouvoir travailler dans ces groupes pour définir un seuil au-delà duquel, non seulement en exposition aiguë, mais en exposition chronique, il y a des effets souvent irréversibles au niveau de la santé. Alors, si on en arrête à la directive de 2008, vous voyez, tout est vert, presque pas de jaune, ou très peu de jaune, mais pas de rouge. Donc tout est bien, si on peut dire. Mais si on en arrive à la direction 2024, c'est-à-dire cette année presque, l'an dernier, regardez un peu ce qui va. Cette directive nous oblige, alors c'est la directive européenne, hein, qui nous oblige en 2030 à avoir des seuils qui seront divisés par deux. Oui, en 2025, la valeur limite très, très faible. La valeur limite applicable en 2030, c'est 20%. Et le seuil de l'OMS, c'est 100% pour les PM de 2,5. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on acceptait, enfin, on mettait en pratique ce que réclame, ce que demande plutôt l'OMS, on aurait 100% de la population française qui est totalement exposée au PM de 2,5. En 2030, on sera à 20%. Vous voyez. Donc, petit à petit, comme ça, on pense qu'en 2050, on sera arrivé au seuil de l'OMS. Là, en 2030, on divise par deux les seuils d'aujourd'hui. Donc, c'est déjà pas mal. Et il nous restera les diviser encore par deux pour arriver au seuil de l'OMS. Alors là, on a pris les 2,5 parce que les PM de 2,5, c'est des PM très fines, très petites.
et qui sont, si vous voulez, surtout générées et produites, vous voyez, par les activités, alors on va dire industrielles. Quand on voit sur la carte, le rouge, c'est bien toute la côte, Dunkerque, Calais, Boulogne, etc. On voit l'île, la métropole, on voit toute cette concentration de population, un peu des points dans l'Aisne, dans le Creil, etc. Et la baie de Loti. Bon, pourtant, vous allez me dire, baie de Loti, il n'y a pas d'industrie, proprement dit, mais c'est aussi ça les particularités parfois des particules. Alors, j'insiste beaucoup sur les PM2,5 car c'est le principal risque environnemental pour la santé aujourd'hui, même si les émissions ont beaucoup baissé entre 2005 et 2023, c'est-à-dire sur une vingtaine d'années, ils ont diminué de plus d'un tiers, c'est un peu ce que Guillaume disait. Non, il n'en reste pas moins que ces PM2,5 sont les plus graves au niveau santé parce qu'ils génèrent bien autre chose. Si on a le temps, on verra tout à l'heure pourquoi ils sont les plus graves. Et c'est le risque environnemental. Et ça vient de paraître, et je vous le dis là, ça vient de paraître, c'est tout frais, ça vient de paraître le 6 avril 2026 sur une source que nous connaissons bien, nous, en santé, c'est la Medicine Science Monitor. Donc c'est quelque chose d'anglais, mais c'est bien. Le 6 avril, vous voyez, c'est tout récent. Bon, ils ont raison, les PM2,5, c'est grave. Voilà, alors si on peut passer, s'il vous plaît. Voilà. Donc des milliards. Alors, ah ben, c'est formidable, oui, c'est vrai, j'ai oublié que ça suivait. Des milliers de maladies évitables chaque année. Si la concentration en PM2,5, alors PM2,5, je rappelle, c'est 2 microgrammes et demi, hein, c'est quand même pas beaucoup, atteignait la recommandation OMS, c'est-à-dire 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, on éviterait dans les Hauts-de-France 10% de nouveaux cas, donc ça c'est intéressant. Bon, on peut toujours parler des morts, mais il faut surtout parler des morts qu'on peut éviter. 10% de cancer du poumon en moins, 11 de PPCO, et surtout d'exacerbation de la PPCO quand il y a des seuils qui sont dépassés. Ensuite, 19% de cas d'asthme chez l'enfant et 10% d'AVC chez l'adulte depuis 35 ans. C'est quand même important. Alors 20% à peu près de nouveaux cas d'asthme chez l'enfant. Bon, vous savez que les enfants aujourd'hui, bon, naissent avec, enfin, dans leur prime enfance, les cas d'asthme bronchochite asthmatiforme, etc., bronchiolite, c'est très fréquent, c'est même trop courant aujourd'hui. Bon, heureusement, un certain nombre d'enfants à partir de 8-10 ans ne sont plus asthmatiques. Bon, heureusement, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même un problème de santé publique important aujourd'hui en France sur l'asthme, notamment enfantine. Voilà. Enfin, vous savez aussi bien que moi d'ailleurs. Sur les pollens et allergies, hein, intéressant. Bon, alors, les pollens, vous allez me dire, les pollens, c'est pas un polluant. Certes, c'est une molécule organique, biotique, oui. Seulement, on s'aperçoit aujourd'hui que si un Français sur 3 souffre d'allergie, il est prévu par l'OMS qu'en 2050, ce sera 1 sur 2. C'est énorme. Bon. Alors, 20% des enfants, c'est pareil, la physiopathologie là, des enfants asthmatiques et allergiques se recoupe, hein, vous savez bien. Et l'allergie va devenir le 4e rang des maladies chroniques. Bon, alors là, il y a évidemment un énorme problème de santé qui coûte très cher, l'assurance maladie, entre autres. Je dis entre parenthèses, je ferme la parenthèse. Qui est intéressant, c'est de voir que la qualité de l'air, on fait de la prévention. Plus on respectera la qualité de l'air et moins on dépensera en santé. C'est quand même intéressant, dans une période où on parle de déficit énorme, nous on fait de la prévention, donc on permet à l'État de gagner de l'argent. Je ferme la parenthèse. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pollens, on ne peut pas mesurer qu'un pollen. Un pollen, si vous voulez, il rentre en synergie avec les autres polluants. Et c'est ça qui est important. Le pire polluant pour le pollen, c'est l'ozone. L'ozone dégrade les pollens, c'est-à-dire qu'il les ouvre et la partie la plus allergénique du pollen se retrouve à l'air libre. Et quand vous respirez ça, vous respirez un produit très allergisant. En plus, vos muqueuses respiratoires hautes et basses sont elles-mêmes inflammés, sont sensibilisés, hypersensibles par l'ozone qui provoque un stress oxydatif important à ce niveau-là. Donc vous voyez, la conjonction de ces deux facteurs fait que évidemment tout le monde va devenir allergique. Alors c'est vraiment pas forcément des allergies au sens vrai du terme, même si les signes cliniques sont les mêmes, même si au niveau pathologie on retrouve des dégradations de mastocystes, on retrouve un certain nombre d'IgE, etc. Il n'en reste pas moins que si on pouvait baisser la pollution de l'air, de l'ozone par exemple et des PM2,5, on aurait beaucoup moins d'allergies au pollen. Voilà.
En plus, vous savez bien que le changement climatique fait que la période pollinique s'allonge de février à novembre et que aujourd'hui, la sécheresse ou au contraire l'exposition solaire agit sur les plantes, sur la santé végétale, qui fait que les pollens sont aussi de plus en plus émis. J'arrête. Guillaume, c'est à vous, je crois. Oui, merci Jacques. Voilà, un dernier point d'attention aussi, c'est effectivement la qualité de l'air intérieur. Là, jusqu'à présent, on a parlé d'air extérieur, mais il est aussi important et même dans votre quotidien de médecin, en fait, c'est un point d'action peut-être même plus facile que l'air extérieur. Donc, on passe 80% de notre temps en air intérieur et bien souvent, cet air est souvent plus pollué que l'air extérieur. On parle de 5 à 10 fois plus pollué. Et là, on en reparlera tout à l'heure. On a des plaquettes qui sont disponibles pour vous. Là, par exemple, sur le dessin d'une maison, on rappelle les différentes sources, que ce soit les appareils de chauffage, la partie, tout ce qui est allergène, moisissures, les poils d'animaux, les activités humaines de bricolage. Voilà, l'utilisation de produits d'insecticides ou de produits ménagers, tout ça est source de pollution. Et donc, dans les documents qu'on met à disposition et dans les panneaux d'exposition, voilà, on rappelle l'importance effectivement d'aérer régulièrement son logement. Tout ça, ça fait la transition avec ce qui nous intéresse, c'est comment dire, l'accompagnement qu'on peut vous apporter et qu'on peut vous apporter grâce aussi au financement de l'ARS. Donc cette année, sur tout ce qui est projet Air Santé, voilà, on est présent pour faire de la sensibilisation grand public. Donc j'en ai cité quelques-unes qui vont peut-être vous parler. Donc c'est la fête de la santé à Longnes, on va intervenir. Il y a une rue de la santé qui est organisée par la CPTS de Lille dans le quartier Bois-Blanc. On intervient aussi au bus du cœur des femmes. Donc tout ça, ça vous donne des idées voilà, d'intervention auxquelles on pourrait participer pour des opérations de prévention locale. On a aussi du temps et des interventions pour pouvoir outiller les établissements qui sont en charge de personnes sensibles. Donc, c'est les personnes âgées ou les personnes en situation de précarité sociale. Donc voilà, l'idée c'est d'accompagner, on va dire, les personnels soignants et accompagnants dans la bonne prise en compte de la qualité de l'air aussi pour ces personnes-là. Il y a toute une démarche aussi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'aller vers les professionnels de santé, donc d'aller vers les CPTS, vers notamment la FEMAS, la promotion santé aussi dans le relais d'information et au niveau de l'URPS aussi. Donc ça, on a du temps qui nous est financé par l'ARS pour faire ça. Et il y a aussi un aspect important, c'est d'aller voilà, vraiment pousser l'information Air Santé jusque dans les cabinets médicaux, donc vous aider à parler de ces sujets-là avec vos patients. Et notamment, on travaille avec la FEMAS sur la plateforme VPS, donc sur la mise à disposition de vidéos, donc sur ces sujets qualité de l'air. Et on a du temps pour aussi créer des nouveaux supports avec vous au cours de l'année et l'année dernière, et on va reproduire cette année. On a une campagne aussi auprès Doctolib, donc qui permet de diffuser de l'information au niveau des prises de rendez-vous. Donc ça touche énormément de monde. Je rappelle aussi le dispositif CMEI, donc c'est conseiller médical en environnement intérieur, c'est-à-dire que sur prescription, on a une salariée qui peut se déplacer dans le logement d'un patient pour lequel comment dire, le médecin a du mal à trouver l'origine et ou peut suspecter une origine liée au logement dans les cas d'allergie ou de maladie. Donc la personne va au domicile et est capable d'identifier les désordres en fait qui existent potentiellement dans le logement. Et on va aussi développer un réseau de pair à pair grâce à l'ARS où on va pouvoir donc favoriser les échanges et la diffusion d'informations auprès d'un réseau de professionnels de santé qu'il faut qu'on mette en œuvre du coup.
Euh, voilà, donc ça, c'est ce que permet le financement de l'ARS. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail des outils dont peut vous faire profiter, donc que ce soit sous forme de plaquettes. Donc là, on va y revenir dans le détail, mais on a édité une plaquette qui s'appelle Qualité de l'air et santé, donc qui a été faite pour les professionnels de santé, qui reprend, on va dire, une partie de ce qu'on a dit aujourd'hui et qui a l'objectif, enfin vraiment l'objectif est d'être vraiment pratique pour le médecin. Donc c'est d'engager la discussion entre le médecin et son patient dans la recherche d'amélioration et de causes en fait qui pourraient être à l'origine de maladies comme on les a citées tout à l'heure. Vous pourrez voir aussi, si vous scannez le QR code, on a toute une campagne de communication sur l'aération, en qualité de l'air intérieur. Euh, Juste, voilà, je vais passer, je vais lister un petit peu, rentrer dans le détail de ce que contient cette plaquette pour vraiment que vous puissiez vous l'approprier. On a déjà prévu des impressions d'exemplaires hein, qu'on va diffuser via la FEMAS. Donc on a déjà un stock de plaquettes qui va pouvoir vous être distribué. Donc cette plaquette-là, elle reprend donc les différents l'enjeu Air Santé. Elle explique un petit peu les principaux polluants, donc les sources et les effets sur la santé. Elle reprend les différentes voies d'exposition. Donc Jacques a commencé à en parler tout à l'heure, mais on va y revenir. Elle rappelle l'effet cocktail, c'est-à-dire qu'un polluant pris seul a des effets, mais quand il est mélangé à d'autres, les effets peuvent s'ajouter et se multiplier. Donc on rappelle les effets sur la santé. On fait un focus sur 4 maladies dont le lien est avéré avec la pollution atmosphérique, donc les cancers, les BPCO, les allergies et l'asthme. Et à la fin, vous verrez, il y a, comme je disais tout à l'heure, un guide pratique qui vous permet de dialoguer avec le patient. Et puis après, on rappelle voilà, les différents éléments comme CMEI et l'application Air2Go, mais je vais y revenir. Jacques, c'est à vous. Oui. Alors, je pensais justement, alors on dit qualité de l'air et santé, les enjeux. Donc là, on va parler de la voie d'inhalation, la respiration. 15 000 litres d'air par jour. Quantité moyenne que chaque jour. Alors, attention, c'est au repos, c'est général pour tout le monde. Alors, il faut savoir que dès qu'il y a un mouvement, bon, ça monte à 18 000, 20 000 litres par jour. Donc, attention quand vous faites du sport ou quand vous pédalez ou vous faites des activités physiques, de ne pas les faire dans un environnement trop pollué, évidemment, parce qu'à ce moment-là, vous respirez encore plus de polluants. Un bébé, il faut savoir qu'un bébé fait 18 000 litres d'air par jour, donc plus que nous, et qu'il ne respire que par le nez jusqu'à 5, 4, 5, 6 mois, tant que sa cavité buccale ne soit pas assez mature. Donc c'est important aussi de faire attention à la façon dont les voies respiratoires du bébé sont toujours bien propres, etc., qu'il puisse respirer. Donc ça, c'est important de savoir aussi que si on attribue 40 000 décès à une exposition aux particules fines de 2,5, il est certain que, bon, ça c'est des chiffres qu'on donne comme ça, à titre indicatif, mais par exemple, moi j'ai un chiffre de 2025, en décembre 2025, par l'Agence européenne de l'environnement, qui estime que dans les États membres de l'Union européenne, il y a eu 182 000 morts prématurées survenues à cause des PM2,5. Donc 183 000 morts prématurées, vous voyez, dans les États de l'Europe. C'est important, ces PM2,5, j'y reviens sans arrêt. N'oubliez pas aussi que les PM2,5 génèrent de l'ozone en plus. C'est un des polluants primaires qui permet à l'ozone d'exister sous les effets des rayons solaires, etc. Ce qui est bien que à la maison, là aussi, en tant que professionnel de santé, il faut essayer de convaincre les personnes de ne pas utiliser dans l'environnement intérieur trop de produits chimiques, etc. Car il y a évidemment, comme disait Guillaume tout à l'heure, un effet cocktail de tous ces polluants. L'ozone, quand il pénètre chez vous, bah, tout de suite, il se fixe à une surface, il ne reste pas dans l'air et il agit, il forme des aldéhydes, etc. Et vous savez très bien que les aldéhydes sont très toxiques pour la réponse notamment immunitaire. Hein, sont capables avec la peroxydation lipidique, sont capables justement de bloquer une réponse antitumorale.
Bon, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais vous voyez que c'est important de donner les bonnes pratiques à vos patients. Alors, on passe, s'il vous plaît, pour aller vite, puisqu'il est 1h05, je Excusez-moi, vis là. oui, Ça, c'est, ah oui, ça, c'est bon. Ah oui, c'est je vais pas exposé. rentrer je vais pas Oui, rentrer dans le détail, mais dans la plaquette, voilà, vous oui. avez un rappel des enfin, les principaux polluants qui sont rencontrés dans l'air ambiant et même en air intérieur, avec les sources, donc ce qui émet ces polluants-là, et les risques associés à la santé pour ces polluants en particulier. Euh, voilà, vous avez dedans aussi des perturbateurs endocriniens. Voilà, donc voilà, ça c'est juste pour vous, pour votre culture générale sur quand on parle de polluants, de quoi il s'agit et des risques qui sont associés. Ça, vous le retrouvez dans la plaquette. J'hésiterais quand même que c'est intéressant, les COV, composés organiques volatiles. Il y en a 50% sont biogéniques, c'est-à-dire qu'ils sont formés dans la nature, les arbres notamment, les plantes, etc. Et 50% sont d'origine anthropique. Donc on peut faire baisser au moins l'origine anthropique. Alors, ensuite, donc on passe au... c'était quoi la suite? Qualité de l'air et santé. Ah oui, ce sont les voies d'exposition. Alors intéressant, ces voies d'exposition, il est nécessaire de les comprendre. Bon, il y a trois voies, vous les connaissez bien, la voie orale, l'inhalation, la voie digestive, c'est l'ingestion, et la voie cutanée. Alors, la voie cutanée, on se dit oui, mais là, nous avons affaire à trois barrières. La barrière euh, pulmonaire, la barrière digestive, de tout l'ensemble de l'appareil enfin l'appareil digestif, pardon, et la voie cutanée. Alors, on dit toujours la voie cutanée, c'est une bonne barrière. Oui, certes, la peau est une barrière efficace, mais il faut savoir que dans la peau, par exemple, il y a un récepteur qui permet d'accrocher les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont qui viennent des combustions, qui viennent de la combustion des fossiles, c'est-à-dire donc des voitures, etc. Les HAP sont très nombreux. Les feux de cheminée, par exemple, surtout quand vous faites des barbecues, etc. Les HAP, vous en respirez beaucoup et ça se fixe sur la peau. Et le gros problème, c'est que s'il y a des récepteurs qui sont capables de les fixer et de les éliminer, plus il y a d'HAP, évidemment, plus il y aura de récepteurs, et plus il y a de récepteurs, plus il y aura des problèmes cutanés, des épaississements de la voie, de l'épiderme, etc., d'exérose, des sécheresses, et aussi, surtout, une fragilité de cette barrière. Et vous avez à ce moment-là ce qu'on peut appeler des atopies, des eczémas à répétition, justement par cette fragilisation de la voie cutanée par des polluants. On n'y pense jamais assez à ce genre de choses. Bon, sur la voie digestive, bon, bah, vous comprenez bien que la voie digestive, ça va de la bouche jusqu'aux intestins et qu'on a un microbiote à la fois intestinal qui est là pour nous aider à vivre, sans lequel nous ne pourrions pas vivre, mais les polluants des, déterminent des dysbioses, c'est-à-dire des dysrégulations de ce microbiome qui fait que on est atteint à des maladies, des inflammations intestinales, etc., les MICI, etc. Bon, bref, pour aller vite. Et la voie orale, pareil, le microbiome pulmonaire, qui est là aussi pour nous protéger, bah, lui, il est soumis aussi au stress oxydatif, au stress des polluants, et qui fait que on a une sphère respiratoire fragilisée qui permet toutes sortes de maladies, etc. Bon, alors on avait mis en dessous les effets de la pollution dépendent de la composition chimique, des tailles des particules. Alors vous me direz que évidemment plus elle est petite, plus elle s'enfonce profondément dans le sang et dans tous les organes. C'est sûr, c'est évident, mais c'est pas aussi évident que ça ne paraît. État des expositions, etc. Durée d'inhalation, évidemment, la dose. C'est pas, moi la dose inhalée, j'aime pas trop, hein, parce que c'est pas dose dépendant les polluants contrairement à d'autres toxiques. Ici, on ne peut pas parler de dose. On parle de seuil, de VTR, mais pas de dose dépendante. Voilà, j'arrête là. C'est bon, Guillaume, puisqu'il est 1h10. Ouf, il J'avance. faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Voilà, après, on va passer sur les outils. Donc, je vais aller vite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la plaquette, vous retrouverez aussi des informations plus détaillées sur le lien entre la pollution atmosphérique et différentes maladies. Et en chiffres, voilà, vous avez l'OMS qui estime que 36% des cas de cancer du poumon, 35% des cas de BPCO, 34% des AVC et 27% des maladies cardiaques qui sont liées à la pollution atmosphérique. Donc voilà, c'est un lien direct
Et bon, ça, les Alors, populations. oui, Oui, Guillaume, l'important, c'est de rappeler que pourquoi les maladies cardiaques sont très liées et sont peut-être en première position. Ben, il faut savoir que les polluants rentrent dans le sang et ils s'attaquent à l'endothélium vasculaire. D'où une athérosclérose qui est augmentée, des plaques d'athérome qui s'en vont, ça forme des thromboses, etc. Et ça détruit, si vous voulez, l'endothélium vasculaire. C'est pour ça qu'on parle de maladie cardiaque. On sait très bien le rôle exact d'un certain nombre de polluants directement sur cet endothélium. On peut le voir en labo, c'est très simple, et on voit vraiment les dégâts qui sont faits. C'est pour ça que les maladies cardiaques, bah, une fibrillation auriculaire, vous savez très bien que ça donne des AVC, etc. Au niveau du cancer du poumon, pareil, hein, vous avez ce genre d'attaque des voies respiratoires. Je disais tout à l'heure, le gros problème, c'est pour ça que l'immunologie est intéressante, elle nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apprend que les polluants sont capables de, d'altérer, de perturber une réponse inflammatoire, et vous avez des inflammatoires stériles et pas forcément infectieuses. Et les inflammations stériles sont les pires. C'est celles qu'on rencontre dans les troubles cystiques, c'est celles qu'on rencontre dans la dégénérescence neuro, neurovasculaire et neurodégénérative qu'on retrouve, et c'est toujours un problème d'inflammation non infectieuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la traiter aussi simplement, et c'est une inflammation stérile, et ça, c'est vraiment de l'immunologie. Voilà, merci. merci Jacques. Et voilà, pour terminer avec cette plaquette-là, vous avez voilà, des exemples de questions et que vous pouvez poser à vos patients pour donc vous guider dans la recherche de causes qui pourraient expliquer des maladies donc qui sont liées aux pratiques en fait liées souvent dans le logement. Donc voilà, vous avez la présence d'animaux, les produits ménagers utilisés, les parfums d'ambiance, les cosmétiques, la présence de plantes. Voilà, donc ça, vous pourrez retrouver ces informations précises dans la plaquette. Euh, Après, pour les autres types d'outils qui peuvent vous aider dans vos opérations de sensibilisation, donc on a donc une plaquette qui est dédiée à l'air intérieur, donc qui reprend vraiment pièce par pièce les différentes sources et aussi surtout la manière d'améliorer la situation. Jacques a parlé aussi tout à l'heure des pollens, donc on a aussi beaucoup de documents qui expliquent ce que sont les pollens, les périodes de pollinisation et donc le risque allergique lié à ces pollens-là. Donc ça, vous pouvez les trouver en téléchargement sur le site, mais aussi on peut donc en fournir sous format papier. On a aussi une application donc, qui s'appelle Air2Go. Donc, vous avez le QR code qui vous permet de la télécharger. Cette application-là donc, vous permet d'avoir la qualité de l'air très précise à l'endroit où vous vous situez. Donc, l'application vous géolocalise et ça vous indique vraiment dans la rue où vous êtes quelle qualité de l'air est en cours et ce qui est prévu pour les prochaines heures. Vous avez la possibilité aussi enfin, visualiser votre trajet à pied ou en vélo. Donc, ça vous indique dans quelle zone polluée ou pas vous pouvez passer. Donc, ça vous permet aussi éventuellement d'ajuster vos déplacements si vous êtes sensible. Vous avez aussi une information sur les pollens. Donc, vous avez le risque pollinique et les taxons, les taxons qui sont concernés par les polluants, enfin les pollens dans l'air au moment où vous regardez. Donc ça, c'est quand même intéressant de suggérer le téléchargement de cette application-là pour vos patients qui sont sensibles à la pollution atmosphérique. Euh, Ensuite, vous avez sur notre site aussi et sur notre application, notre chaîne YouTube, toute une série de vidéos donc, en lien avec la santé, donc des bons gestes pour l'intérieur, pour les déplacements, pour le jardin, ce qui explique ce que c'est qu'un CMEI. Enfin, voilà, vous avez énormément de ressources sur notre chaîne YouTube. Et il y a une partie de ces vidéos-là donc, qui seront du coup à disposition de la plateforme VPS.
voilà, on est en train d'ajuster les formats pour que ça corresponde bien aux critères de la plateforme, mais très prochainement, vous pourrez ajouter ces vidéos-là à vos playlists si vous utilisez la plateforme VPS. Euh, Et Guillaume, il ensuite, a oublié quelque chose. Tout est gratuit chez nous. C'est important de le dire. oui, Tout bah, c'est accessible gratuit. Oui, c'est gratuitement. gratuit grâce au financement de l'ARS, Ah oui, notamment. oui, bien sûr. J'avance encore. Vous avez donc une autre brochure donc là, qui est très très pratique. Donc c'est 10 bons gestes à adopter pour préserver la qualité de l'air. Donc là, voilà, ça part des déchets jusqu'à l'aération, jusqu'à la pratique des mobilités douces. Voilà, tout ça, vous avez ces informations-là qui sont disponibles avec cette plaquette-là. On a aussi à disposition pour des sessions d'animation un escape game physique donc qu'il faut installer. Donc il y a un temps d'installation quand même d'une demi-journée, mais ça vous permet d'animer des sessions de sensibilisation quand vous avez des événements. Donc c'est celui-là, il est sur la qualité de l'air intérieur. Donc voilà, sur le principe d'un escape game, vous avez un temps limité pour pouvoir sortir, résoudre des problèmes, et ça permet d'apprendre en s'amusant. Donc ça marche plutôt bien. Vous avez aussi pour vous aider, et ça on met à disposition toute une série de kakémono. Donc voilà, vous avez ici la liste sur l'air intérieur, sur le sport et la santé, sur la composition de l'air, sur l'air, air et santé spécifiquement, sur les pollens. Enfin voilà, vous pouvez composer et utiliser, emprunter cette exposition-là pour accompagner vos événements. Euh, on travaille actuellement avec l'ARS toujours sur la refonte de la page dédiée aux professionnels de santé sur notre site internet, donc qui sera encore plus pratique pour vous, avec un système d'actu, d'interview, voilà. Donc ça, vraiment on est en train de travailler sur le sujet, mais l'idée c'est que ça soit très très pratique dans votre pratique quotidienne. Et peut-être des cours d'immunologie, si on a le temps et si on a de la place, Jacques. pour justement rentrer un peu dans le détail. Ouais. Voilà pour ce qui était de notre présentation. Donc, si jamais il y a des questions sur ce qu'on vous a présenté, n'hésitez pas. Bah, écoutez, je pense que la présentation a été claire parce que sur le chat, on n'a pas de questions pour le moment. Donc, Pas de questions? vous pouvez activer vos micros si vous souhaitez en poser une Oui. pour les participants. On rendra accessible du coup les brochures, les affiches via l'application FMS Plus pour ceux qui connaissent déjà. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous rapprocher de la FMS pour qu'on vous donne les liens et tout ça. Oui, et puis s'il y a des questions plus professionnelles, médicales, etc., n'hésitez pas à nous appeler, hein. Enfin, je veux dire, moi, je répondrai toujours présent si je peux, si je le sais, mais de toute façon, on peut chercher, travailler ensemble. Moi, je serai volontaire, hein. Je suis vraiment encore désolé de ma caméra fonctionne, moi, je me vois bien, mais vous ne me voyez pas, et je trouve ça pas très, bon, c'est dommage, hein, parce que ça fait pas très poli de parler comme ça, masqué, mais je vous assure que c'est pas de ma faute. Bon, hélas. Non pas que vous perdiez beaucoup en voyant, mais ça aurait été plus intéressant. Ah, Nous une avons une question. question. Oui, bonjour, je suis arrivée en retard à la réunion puisque j'étais par ailleurs en rendez-vous. Qui est-ce qu'on doit contacter pour avoir les liens à la FEMAS, s'il vous plaît? Bah, moi directement, Bertie Caudron. Je vais vous Vous envoyer. pouvez mettre dans la conversation Ouais, peut-être je votre vais mail faire ou... Merci. avec plaisir. Et on pourra bénéficier du support aussi du webinaire? Oui, il sera Oui, disponible bien en sûr, replay. Super, merci. pas de problème. Oui, bonjour. J'avais une petite question, moi, assez pratique. Est-ce qu'on doit conseiller aux gens qui ont une maison avec une VMC d'ouvrir pour aérer quand même, ou est-ce que l'un compense l'autre? Moi, je vais laisser répondre Guillaume, mais moi, je dirais qu'il faut ouvrir.
Absolument, parce que ne serait-ce que la respiration humaine à l'intérieur ou des animaux, ne serait-ce que les activités ménagères, la cuisine, etc., le ménage, il faut aérer. Nous, on considère d'aérer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, qu'il fasse chaud ou froid, peu importe, il faut aérer au moins 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Je disais tout à l'heure que l'ozone, dès qu'il rentre dans la maison, il se comment dirais-je, il réagit avec les surfaces, il n'est pas dans l'air. Le problème, c'est qu'en échange avec les surfaces, si vous avez des produits ménagers, des produits chimiques, etc., bah, c'est là que vous avez une concentration d'aldéhyde et autres genres HAP qu'il faut absolument éliminer. Guillaume, allez-y, répondez. Oui, non, mais Vous êtes plus technicien que bien moi. sûr, je dis la même chose. Il faut les deux. Il faut vraiment les deux parce que la VMC, ça, c'est souvent dans les pièces, c'est les sanitaires ou la salle de bain. Et vous avez des pièces comme le salon, la salle où vous avez finalement pas de VMC, enfin, ou alors c'est moins efficace. Donc il faut pouvoir aérer aussi, même dans les chambres. Donc il faut faire les deux. Et l'hiver, un air sec, ça se réchauffe beaucoup plus facilement qu'un air humide. Donc, il ne faut pas hésiter d'ouvrir. Parce qu'en disant, ah, Voilà. il fait froid, je ne vais pas ouvrir, la chaleur va partir. Non, dites-vous bien qu'un air beaucoup plus sec monte en température plus rapidement qu'un air humide. Et puis, ce qui est dit en 10 minutes, en fait, certes, on a la chaleur de la pièce qui peut baisser un petit peu, mais ça n'a pas le temps de faire refroidir les murs. Et en fait, finalement, c'est souvent ça la crainte l'hiver, de perdre de la chaleur. Mais en fait, 10 minutes, c'est pas suffisant pour refroidir durablement une pièce. Donc faut pas hésiter. Oui, puis alors, dire que le nord descend à -30, bon, on sait très bien que Qui c'est dit du ça? cinéma, hein, le Merci gros beaucoup. nord. Mais j'en prie, monsieur. Donc, moi, si vous avez des opérations de prévention, des projets d'opérations de prévention, n'hésitez pas à nous contacter. On verra ensemble, du coup, les thématiques que vous voulez aborder, les moyens qu'on peut déployer pour vous accompagner, que ce soit avec du matériel uniquement ou avec la présence de salariés, tout dépend à quel moment c'est. Enfin, voilà, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On a du temps, comme je le disais tout à l'heure, qui est financé pour intervenir en région. Donc, surtout, n'hésitez pas. Oui. Comment vous S'il n'est pas contacter? financé, je suis bénévole Non, non, mais comment pour nous vous aider. contacter? Ben, soit vous passez par la FEMAS, ou soit vous passez par Pardon. notre site internet. Vous avez un formulaire de contact hein, qui est disponible. Donc, ça va arriver dans nos circuits et on y répondra. On a encore une question de Madame Lokibi, du coup. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Bonjour oui. madame, oui, oui, très bien. Oui. Bonjour, en fait, je me présente, je suis coordinatrice d'un contrat local de santé et je voulais savoir si il y a possibilité aussi pour les CLS de pouvoir en fait accéder à cette offre en fait de sensibilisation Oui, bien ou sûr. c'est seulement pour les professionnels de santé. Non, 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 c'est PTS, CLS aussi. Voilà, il y a aucun problème. D'accord, merci. Eh bien, écoutez, je pense que s'il n'y a plus de questions, on peut se quitter. Très bien. Merci à tous pour votre participation. Ah, je sais pas si... Non, c'est peut-être un message pour dire au revoir. Ah bon. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de nous expliquer entre nous. Et je vous dis, on est à votre disposition. Si on veut parler, par exemple, du stress oxydatif, hein, moi, c'est mon dada avec l'ozone, qui est quand même une des causes des pathologies les plus fréquentes, hein, l'athérosclérose notamment, la peroxydation lipidique qui est altérée. C'est génial. Moi, je suis tout à fait volontaire pour vous entretenir, enfin, puis répondre, discuter ensemble sur ce genre de problème, quand vous voulez. Vous contactez Atmo, je répondrai présent. Avec C'est plaisir. tellement intéressant et merveilleux. Et on est tous pris par ce métier, qui n'est pas un métier, qui est une vocation. Donc, je suis à votre disposition quand vous voulez. Ben, merci à Merci à tous. tous.
Et merci à Atmo d'avoir répondu présent pour ce webinaire. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir travailler avec vous. Oui, et j'espère la partage. prochaine fois, Bertie, que la caméra marchera. Moi aussi. Mais on se Ah, je suis rencontrera déçu, là. peut-être Je suis en plus, ce déçu. sera peut-être mieux. Vous n'allez pas vous en Frustré. remettre, Jacques. Bon, c'est pas que je suis joli, mais je suis frustré quand Ah. même de ne pas pouvoir vous voir. Mettez une photo la prochaine fois sur votre Ouais, profil. je mettrai une photo. Allez. Retouchée, évidemment. Au revoir à tous. Au revoir, bonne Bonsoir, au journée. revoir tout le monde. Au revoir, Ah oui, merci. Au revoir, merci. merci beaucoup.